Alors, je vous demande d'accueillir Quentin, qui va venir nous parler d'un autre volet. C'est le volet, un autre volet parmi tous ces volets qu'on aime bien chez Melsion, c'est le volet de l'effectuation. Bonjour à tous. J'attends ma petite table. Si je peux. Ma petite manette. Bon, en tout cas, je suis très content d'être ici et d'avoir pu venir parce que c'était pas gagné hier avec les. Normalement, je devais passer ce matin et il y a eu des intempéries. Pas mal de trains annulés. Donc voilà, donc je suis très content de pouvoir venir vous parler donc d'un sujet qui s'appelle les méthodes effectuales et notamment un concept qui s'appelle le concept d'arborescence effectuale. Donc j'attends un petit peu les éléments pour démarrer. Ok, donc là je vois mes slides. Vous aussi. Encore. Je vais tester avant. Ouais, hop. Ok, ça fonctionne. Alors, l'histoire de cette conférence, elle remonte à quand j'ai rencontré Dominique Vian. Dominique Vian, et c'est aussi comme ça que j'ai découvert l'effectuation. Dominique Vian, c'est un chercheur, c'est le chercheur qui a inventé les méthodes effectuales, et il s'est basé donc sur les travaux de Sarah Sarasvati, qui a découvert donc les principes de l'effectuation il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, puisque c'était en 2001 les premiers articles. Je vais rappeler, moi, très rapidement les principes de l'effectuation. Mais en gros, la logique, c'est d'un côté la façon traditionnelle de prendre des décisions, c'est-à-dire je fixe un objectif et ensuite je décide des moyens que je vais allouer pour arriver à cet objectif. C'est ce qu'on nous a appris à l'école et c'est ce qui marche très bien dans des environnements contrôlés, certains. Et à côté de ça, on a donc le raisonnement effectual qui a été découvert par Sarah Sarasvati et qui a vu que en fait, les entrepreneurs déterminaient leurs objectifs en fonction des moyens dont ils disposaient. Et donc, c'est ces flèches qui représentent les objectifs en fonction des moyens disponibles. Hop. Alors, rapidement, elle en a tiré 5 principes. Le premier principe, qui est un petit peu « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », c'est-à-dire je fais donc avec les moyens disponibles qui sont mon identité, mes compétences et mon réseau. C'est ce que vous voyez, c'est ça qui me permet de définir un petit peu les directions que je vais prendre. Le deuxième principe, c'est le principe de la perte maximum acceptable, puisque je suis en incertitude et je ne peux pas définir ce qu'on appelle un retour sur investissement traditionnellement, puisque pour définir un retour sur investissement, il faut que je puisse évaluer un risque. Là, on est en incertitude fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas prévenir l'avenir, ce qui en fait est l'état normal de la réalité en fait. L'incertitude fondamentale, c'est que on peut normalement jamais complètement prédire l'avenir, mais l'incertitude fondamentale, c'est qu'en plus, on ne peut même pas faire de probabilité. Tout ce qu'on peut faire, c'est déterminer quels moyens on est prêt à engager, quels moyens on est prêt à perdre. Le troisième principe, c'est le principe qu'elle a appelé le principe du patchwork fou. C'est le principe d'obtenir des engagements. C'est le principe de dire le projet est viable si des gens s'engagent avec vous. C'est pas si ça rapporte, c'est un critère qu'elle a déterminé, effectivement. Si les gens s'engagent dans votre projet et vous apportent des ressources, a priori, c'est qu'il est viable. Le quatrième principe, c'est tirer parti des surprises. Effectivement, quand on est en incertitude,
on a forcément des surprises. Ces surprises, elles sont de nature, en général, soit c'est une ressource, soit c'est une contrainte. Et il faut savoir les exploiter pour changer potentiellement la direction du projet. Et le dernier principe, c'est le principe du pilote dans l'avion, c'est-à-dire que, ne pouvant pas prédire l'avenir, l'entrepreneur, il doit être en posture de le créer. Et donc, Dominique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris ce raisonnement, donc cette logique, elle s'appuie sur un raisonnement moyen-effet plutôt que cause-effet. Donc on va regarder les effets permis par les moyens. Et Dominique, il a systématisé ce raisonnement. Alors si on revient juste avant, ici, on va voir que ça peut partir un peu dans toutes les directions. Et le principe de l'arborescence effectuale, ça va être de hiérarchiser ces possibilités. Et on va voir un petit peu comment. Alors, hop. Bon, ça, c'est les deux grandes postures qu'on va retrouver dans les situations entrepreneuriales typiques. D'un côté, un problème identifié qui n'a pas forcément de solution. Ça, c'est l'exemple du beurre où alors, je regarde juste son... Travis Kalanick, voilà, parce que c'est un nom un peu difficile à prononcer. S'est retrouvé à San Francisco, il pleuvait, et puis il ne savait pas comment trouver un taxi. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont retrouvés dans cette posture. Et de l'autre côté, on a l'invention sans marché. Là, c'est un exemple un petit peu plus vieux, parce que personne n'a connu. C'est Edison avec son phonographe. Il a inventé ça et au départ, il pensait que c'était pour enregistrer des messages vocaux et c'est ce qui deviendra effectivement c'est l'ancêtre de l'industrie musicale moderne. Mais voilà, on a un peu ces deux aspects chez l'entrepreneur. J'ai une invention ou une nouveauté, je veux la mettre sur un marché, ou j'ai un problème et je cherche une solution. Donc ces situations, on les rencontre tous les jours avec les entrepreneurs. Et moi, je vais vous parler de l'exemple de Jules, un développeur qui a créé une technologie d'IA capable d'analyser des millions de données en temps réel. Et quand il est venu me voir, il m'a dit, effectivement, c'est puissant, mais à qui vendre? Comment choisir? Il y avait des dizaines de marchés possibles, santé, finance, industrie, et chaque option semblait prometteuse mais incertaine. Et de l'autre côté, il y avait Jeanne. Jeanne, son cas, c'était l'opposé. Elle avait identifié un problème crucial qui était l'accès aux soins en zone rurale. Des personnes âgées qui faisaient plus d'1 heure de route pour une consultation de 15 minutes, donc un besoin, un marché identifié, mais comment y répondre avec ces moyens? Et donc on arrive dans cette forme de paradoxe entrepreneurial, hein, on en a parlé pas mal dans la journée, cette forme de prise de décision. C'est que d'un côté, on a Edison et Jules qui ont, ce que j'ai noté, une invention cherche marché, et de l'autre côté, on a marché cherche invention. Je ne sais pas si dans la salle, qui est plutôt dans le côté invention cherche marché. J'en ai rencontré un, invention cherche marché, bon, qui cherche des utilisateurs, dont je suis utilisateur. Et de l'autre côté, effectivement, on a problème, marché cherche invention. J'imagine qu'il y en a d'autres, il y en a dans la salle aussi qui sont dans ce cas-là. Voilà, bon, c'est un peu simplifié, mais on peut résumer ces deux postures. Et donc le problème du puzzle entrepreneurial, c'est qu'effectivement, on doit combiner toutes les pièces, le produit, le prix, le modèle de revenu, et on essaye de faire s'emboîter le tout. Et c'est donc cette partie-là qui m'a... C'est ça ce qui m'a poussé avec Dominique à travailler sur ce concept et à vulgariser ce concept, puisque Dominique est donc un chercheur chez Schema Business School. Il a créé plusieurs méthodes effectuales. J'en ai créé aussi une avec lui. Et l'idée, c'est que on puisse vulgariser ces concepts pour en faire des outils actionnables pour justement transformer l'incertitude en action concrète. Voilà, donc ça permet effectivement
de visualiser des possibilités et de clarifier des actions possibles en fonction des moyens dont vous disposez. Donc je vais vous présenter 2 exemples pour vous aider à comprendre concrètement à quoi ça ressemble et comment ça se fait. Et vous pourrez me poser des questions. Voilà, donc on va prendre l'exemple de Jules. Donc Jules, quand il est venu me voir, il avait essuyé son 4e refus. Il avait présenté sa technologie à différents secteurs, hein, donc médical, financier, logistique. Et à chaque fois, la même réponse, donc c'est fascinant, mais on ne voit pas l'application concrète. Donc un jour, effectivement, il vient me voir, il me sort l'ordinateur, il me montre sa présentation, certainement la 15e version, et il me dit « Regarde, je peux analyser n'importe quel type de données en temps réel. Les possibilités sont infinies. » Et c'était bien là le problème, c'est que les possibilités infinies, ça peut être aussi paralysant qu'un mur. Alors la plupart des experts, bon pas chez Melsion, ils ne lui conseilleraient pas ça, mais il y en a qui lui disaient de faire des études de marché approfondies, comme si accumuler encore plus de données, ça allait faciliter la décision. Et c'est là qu'on a pu mettre en place l'arborescence effectuelle. Et comme je vous disais, c'est la systématisation de ce lien moyen-effet. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Ça se passe avec une simple question, c'est de lister tous les effets directs et concrets de la technologie. Et donc, l'idée, c'était de lui demander, Jules, que permet la technologie là maintenant? Quels sont les effets que ça produit? Et là, on a listé un certain nombre d'effets qui étaient de pouvoir analyser les flux de données massifs en temps réel, de détecter des patterns dans les flux de données, de détecter des anomalies dans ces flux de données, d'alerter en cas de problème, de prévenir des incidents avant qu'ils ne surviennent, de personnaliser des services en fonction du comportement instantané. Alors, ce n'est pas dans le même ordre forcément, mais ce n'est pas grave. De trouver des opportunités d'optimisation de process et d'automatiser des décisions en fonction des patterns détectés. Donc, première étape, je liste les effets directs de ma nouveauté, de mon invention. Ça, c'est un peu le principe qu'on a vu, c'est les différentes directions que ça peut me donner. Ensuite, l'idée, c'est de construire, de hiérarchiser dans ces effets lequel permet lequel. Donc, on va passer par 2 types de liens. Le lien du contributif fort et le lien du permet exclusif. On va regarder 2 par 2 qu'est-ce que permettent ces effets. Alors là, je l'ai fait pour vous, hein, parce qu'on ne va pas le faire en live, mais en gros, on a hiérarchisé et on a vu que à la base, c'est l'invention. Et alors là, je le vois, je l'ai pas là, mais je le vois mal. Donc, détecter des patterns dans les flux de données, ça permet d'automatiser des décisions en fonction des patterns détectés, qui permet de trouver des opportunités d'optimisation de process. Donc, je ne fais pas tout le détail. Ce qui est important, c'est que ça fait en fait ressortir 3 grands effets qui sont là-dedans. Les effets qu'on va rechercher, c'est les effets de plus haut niveau qui sont fortement corrélés à notre problématique de départ. Et ici, ça fait remonter que l'invention de Jules, elle permet d'alerter, elle permet d'optimiser des processus et elle permet de prévenir des incidents avant qu'ils ne surviennent. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là qu'on peut aller trouver donc ça c'est des effets, mais des usages. Et c'est là qu'on peut voir que les clients, ils achètent les usages, ils n'achètent pas la technologie. Et donc, il a fait un premier test qui a échoué. Il a été présenté à la technologie à une banque, puisque la détection d'anomalies dans les transactions semblait pertinente, mais la banque avait déjà des systèmes en place, peut-être pas suffisamment. Hein, s'il avait pu prévenir les Kerviel-like, peut-être qu'il aurait pu vendre. Mais par contre, en continuant de regarder, eh ben, on peut se dire que ces effets-là, ils permettent de prévenir les pannes dans les systèmes complexes et que ça intéresse l'industrie manufacturière. Puisque s'il y a des pannes dans les machines, ça peut coûter des milliers d'euros, il faut maintenir le fonctionnement en place.
Et ça a été le premier contrat de Jules. C'était un contrat avec un industriel. Ce n'était pas le marché qu'il imaginait, mais c'était un marché réel avec un besoin concret. Et ça montrait que les personnes achetaient effectivement l'usage, l'effet, et pas la technologie en tant que telle. Je ne sais pas si ça va, tout est clair pour vous. Alors ça, c'est un résumé de la méthode qui s'appelle ISMA 360, qui permet justement de passer d'une invention à un marché, en passant par une série d'étapes qui sont toujours dans cette logique moyen-effet. Donc on a une invention qui permet de faire des choses et ça permet d'aller trouver des effets et donc des usages à vendre. On en reparlera après, mais c'est un des grands apports de ces méthodologies. On a un deuxième cas. Voilà, donc là, c'est un résumé de ce qui s'est passé chez Jules. Donc découverte des effets, les premiers tests, révélation d'un nouveau marché et effectivement un marché qui peut être trouvé. L'exemple de Jeanne. Jeanne, donc, elle n'était pas dans le même contexte. Là, c'est l'exemple, j'ai un problème et je cherche du coup des solutions. Là, on va plutôt être dans une autre méthode qui s'appelle Focal ou Space Setting, qui permet aussi de détailler les étapes pour arriver à faire ça. Donc, on a pareil, on a listé les moyens réels. OK, c'est bien de vouloir travailler sur l'accès des soins en zone rurale. Quels sont les moyens dont elle disposait? Elle avait un réseau de pharmaciens locaux, des médecins prêts à s'engager pour tester des dispositifs innovants avec les pharmaciens, et l'expérience de visioconférence héritée du Covid. Même process. Jeanne, que permettent directement et concrètement ces moyens-là maintenant? On liste les effets. Donc les effets de ces moyens. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'organiser des consultations vidéo avec des médecins en pharmacie. Ça permet de réduire le temps de trajet des patients. Ça permet aux pharmaciens de poser un prédiagnostic d'orientation. Ça permet aux patients d'avoir plus vite ses médicaments, puisqu'il a sa consultation directement, il peut avoir ses médicaments. Ça permet de ne pas attendre pour rencontrer un professionnel de santé en la personne du pharmacien. Très bien, là on voit qu'on a, en général, on a à chaque fois 5 à 10 grands effets qui ressortent. Ça, c'est un travail qui doit se faire en intelligence collective, en intersubjectivité, puisque forcément, on ne peut pas forcément y penser tout seul, mais voilà, c'est un travail d'intersubjectivité. Et donc, pareil, on regarde quelles sont les relations entre ces effets. Et là, on a une autre arborescence. Je ne fais pas le détail, mais donc, en bas, c'est les moyens. Là, c'est plus l'invention. Ces moyens donc, permettent de ne pas attendre pour rencontrer un professionnel de santé. Ça permet aux pharmaciens de poser un prédiagnostic et ça permet aux médecins de mieux gérer les priorités. Et ce qui est intéressant, c'est les effets du haut. C'est donc les effets de plus haut niveau qui sont fortement corrélés aux moyens de départ. Donc réduire le temps de trajet des patients pour une consultation, le médecin qui gère mieux ses priorités et le patient qui a plus vite ses médicaments, on a une solution qui permet d'améliorer l'accès aux soins en zone rurale. Et donc, ce n'est pas la solution parfaite au désert médical, mais en partant des moyens réels et en les explorant méthodiquement, elle a pu identifier une amélioration concrète. Et c'est surtout que c'est applicable tout de suite, puisque ces moyens, on parlait d'incertitude et de prise de décision, ces moyens, c'est des moyens réels, c'est certain, c'est des moyens que vous avez. Et donc ces effets, puisqu'ils sont directement des effets des moyens, vous les avez aussi. Donc ça change aussi la perspective dans la prise de décision. Ça veut dire que c'est des choses qui sont effectivement faisables, ces choses que vous identifiez. Et effectivement, du coup, cette incertitude, elle se transforme en décision actionnable. Ça permet de cartographier ce qui est possible maintenant. Alors, il faut faire attention quand même. C'est le piège des effets hypothétiques dans lequel on peut tomber, c'est de trouver des effets qui sont des effets hypothétiques ou distants. Effectivement, au début, Jules disait « ma technologie permet d'optimiser la performance des entreprises », soit,
ça peut contribuer, mais c'est une contribution faible. Il y a plein d'autres choses qui participent à optimiser la performance des entreprises. Donc, ce n'est pas un effet qu'on va garder. Nous, on cherche un lien du contributif fort ou du permis exclusif. C'est-à-dire qu'on a vraiment une relation directe entre son invention et l'effet qui va être produit. Donc ça, c'est trop vague, c'est trop distant. Nous, on veut l'effet direct, la détection d'anomalies en temps réel. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter et c'est ça qui va vendre. Jeanne, pareil, même piège. Au début, c'est vouloir révolutionner l'accès aux soins. Et on arrive sur organiser des consultations vidéo dans des pharmacies. L'idée, c'est vraiment de rester sur des choses qui soient des effets directs et donc des effets qui sont atteignables. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu les avantages de ces arborescences effectuales en 4 constats. Le premier constat, c'est ce que je vous disais, l'effet, c'est l'usage, et les gens n'achètent pas un produit qu'ils ne connaissent pas, ils achètent l'effet qu'il produit. Là, c'est l'image de l'iPhone avec la présentation de Steve Jobs en 2007. Qu'est-ce qu'il a dit? L'iPhone, c'est quoi? C'est un iPod, un téléphone et un browser Internet. Les gens achetaient ça. Ils n'achetaient pas, ils achetaient l'iPhone, mais il a vendu les effets. Il a vendu les effets de l'iPhone. Et donc en innovation, c'est particulièrement vrai. Chez Jules, par exemple, les clients n'ont pas acheté la technologie d'IA, ils ont acheté la capacité à prévenir les pannes coûteuses. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les effets concrets. Deuxième constat, les effets segmentent naturellement le marché. Ce n'est pas forcément l'étude de marché qui va vous permettre de segmenter le marché, c'est les effets. Puisque quand on identifie précisément l'effet que produit l'innovation, eh ben on qualifie automatiquement le marché potentiel. Jules, une fois qu'il a vu prévention des pannes, il a vu qu'il y avait un segment sur l'industrie manufacturière. Et donc ça, c'est très intéressant parce que segmenter un marché, surtout sur des innovations, c'est pas simple. Le troisième point, et là aussi, il est vraiment important par rapport à d'autres méthodologies, là je pense notamment à des choses comme le Lean Startup, c'est qu'avec une méthode traditionnelle, le MVP, donc le produit minimum viable, précède l'engagement. D'abord, on le développe et ensuite, on cherche des clients. Et avec les méthodes effectuales, c'est l'inverse. L'engagement précède le MVP. Et donc, on le voit avec Jeanne, avant même de développer la solution complète, elle avait déjà l'engagement des pharmaciens et des médecins. Et donc, elle a pu expérimenter et obtenir des cofinancements. Donc, on réduit largement le risque, et ça, c'est aussi le quatrième point, c'est qu'on réduit aussi le risque de pivot, puisque s'il y a une erreur sur l'effet acheté, en général, c'est un pivot, puisqu'on développe le MVP, ça ne plaît pas au marché, on le jette à la poubelle, et alors si on a encore des moyens, on en fait un autre. Sinon, on appelle, je ne sais plus comment elle s'appelait ce matin, mais on appelle Madame Lavoir. Elle pourra nettoyer tout ça. Donc voilà, quand on développe le produit, ça fait ça. Avec les méthodes effectuales, on réduit le risque. Pourquoi? Parce qu'on attend l'engagement préalable. Donc on réduit mécaniquement ça et on valide l'effet avant d'investir massivement dans le développement. Donc l'idée, c'est de réduire au maximum les hypothèses sur ce que le marché pourrait vouloir, mais regarder les effets concrets que les moyens permettent de produire. Donc on réduit l'incertitude sans essayer de prédire, mais en créant des engagements concrets avant de développer la solution complète. Voilà, donc l'idée, c'est on voit un avant-après. Jules, au départ, qui était totalement terrifié par ça, a compris il disait effectivement, avant je voyais l'incertitude comme un mur, maintenant je vois comme un territoire à explorer pas à pas. Jeanne a transformé son désert médical en action concrète, en créant de nouvelles possibilités. Et
ça va, je suis dans les temps. Je terminerai par un exercice concret à faire dès ce soir ou demain matin. C'est tout simplement de lister vos moyens, donc de brainstormer tout seul ou avec des gens qui vous entourent. Pas des rêves, pas des objectifs, mais ce que vous avez vraiment, donc des compétences, des réseaux, des ressources, des choses certaines. Et vous posez 3 questions. Première question, que permettent directement ces moyens? Et pas donc des effets distants ou hypothétiques. C'est quoi les effets contributifs forts ou permet exclusifs de ces moyens? Quels effets sont immédiats et accessibles maintenant? Et quels effets créent une valeur réelle? Et en répondant à ces 3 questions, vous verrez que vous avez mécaniquement des pistes d'action qui seront atteignables puisque basées sur vos ressources actuelles et les effets de vos moyens actuels. Voilà, donc l'idée c'est de se baser, finalement c'est assez simple, c'est de se baser non pas pour réduire l'incertitude, sachant qu'on ne peut pas effectivement prédire, c'est de se baser sur ce que vous avez aujourd'hui et de regarder aujourd'hui quels sont les effets que produisent ces moyens. Si vous devez retenir une chose, c'est ça. C'est ce que l'entrepreneur, a priori, fait assez naturellement. Ce qu'on est venu apporter, enfin ce que surtout Dominique a apporté, c'est cette hiérarchisation qui permet de clarifier et qui permet de répondre au 5e principe, qui est le principe du pilote dans l'avion, pour être capable de choisir les directions dans lesquelles vous pouvez aller. Voilà, donc pour terminer, je dirais, je reprendrai les mots d'un poète qui dit que le chemin se fait en marchant, et avec l'arborescence, vous saurez toujours quel est le prochain pas possible, et que parfois c'est tout ce dont on a besoin pour avancer. Et je vous remercie. Alors, on va pouvoir passer aussi sur la phase des questions. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, je suis désolé, je profite du fait que j'ai le cube, j'ai la parole. Et parce que, en vous écoutant, moi, ça m'a fait réfléchir parce que, vous le savez, chez Melsion, on aime bien l'effectuation, voire on aime vraiment bien ça. Voire, c'est le premier truc qu'on apprend dans la formation Melsion niveau 1. Voilà, je dévoile des secrets de fabrication des associés Melsion. Et en vous écoutant, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça fait un certain temps que je travaille tellement autour de l'effectuation que, en fait, je vois les connexions aussi philosophiques qu'on peut faire avec ça. Et alors, j'aurais une petite question là-dessus, mais moi, j'ai eu une espèce de fulgurance sur la partie où vous évoquiez notamment, le fait que on a des effets dont on essaie enfin, en gros, on a un produit, on essaie de trouver le marché pour ça, mais du coup, on se donne une méthodologie, etc. Ça m'a évidemment fait penser aux arts martiaux et à Bruce Lee. Qui explique dans... Un effet des arborescences effectuelles que je n'avais pas identifié, c'est faire penser à Bruce Lee. Voilà, parce que je ne sais pas si c'est monétisable, mais... il a cette séquence dans laquelle il réfléchit sur les trois stades du développement. Et notamment dans les arts martiaux, c'est le fait que si on vous demande de faire un coup de poing, vous allez probablement savoir sortir un truc, voilà, ça va ressembler à quelque chose de pas très franc, mais ce sera un coup de poing. Et puis à la deuxième étape, si vous faites du karaté par exemple, on va vous apprendre qu'un coup de poing, ça ressemble à un truc comme ça. Et puis vous allez devoir intellectualiser. Ah oui, il faut que je mette mon bras comme ça, il faut que je bouge, il faut que j'avance, et ensuite il faut que je fasse la rotation, et il faut que je sois bien stable sur mes appuis, etc. Et puis la troisième étape que définit Bruce Lee, c'est l'étape du point qui intercepte. C'est en fait, je réfléchis plus à ce qu'est un coup de poing, en fait c'est devenu une seconde nature, je le fais sans réfléchir, etc. Stade auquel je ne suis pas encore arrivé malgré ma ceinture noire. Et il théorisait ce truc-là sur le fait que dans la vie, on peut avancer avec ça. Et je pense que dans l'effectuation, il y a une connexion avec ce truc-là qui est finalement, c'est ce qu'on contrôle qui nous permet d'avancer. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des connexions avec ça, que vous aviez pu faire aussi dans d'autres aspects de votre côté. Oui, si, c'est la différence effectivement entre le passage de l'espace des désirs, qui est la façon traditionnelle de penser,
à l'espace des possibles qui est de partir des moyens existants et des effets qu'on va avoir. Donc on ne choisit plus ses objectifs en fonction forcément de ses désirs, mais de ce qui est possible. Puisqu'en général, si on part de l'espace des désirs, eh ben, on va regarder, OK, je désire faire ça, je vais filtrer par tous les moyens disponibles, et j'ai quand même souvent une bonne chance que ça ne soit pas possible. Alors que si je fais l'inverse, et ben là, je vais. Alors, effectivement, mon désir va naître des possibilités, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Question un peu lunaire, je reconnais, mais je suis l'habitué. Question quoi? Question un peu lunaire de mon côté, je le reconnais, mais je suis l'habitué de ces séquences-là. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je veux pas être toute seule à avoir une discussion quand même, il y a d'autres personnes. Alors moi, j'ai aussi un petit message à passer. La semaine prochaine, jeudi 16 et vendredi, il y a les journées francophones de l'effectuation, pour ceux justement qui veulent creuser, où il y aura donc Philippe Zilberzan, qui a été un des pionniers de la vulgarisation. Il y aura Dominique, et il y aura des témoignages de gens de Michelin. Enfin, il y a pas mal d'incubateurs. C'est intéressant pour les entrepreneurs et les accompagnants. Et deuxième information, j'ai ramené aussi quelques exemplaires de notre livre qui décrit les méthodes effectuales et les 5 méthodes. Donc il y a la méthode ISMA 360 qui permet de passer de l'invention au marché. La méthode focale qui permet, focale et space setting, on en parlait ce matin aussi, space setting, ça permet aussi de mieux définir son problème en regardant les effets du problème. On est toujours dans cette logique, hein. C'est pour ça que cette arborescence effectuelle, c'est un peu le cœur du réacteur des méthodes effectuelles. Ça, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est très intéressant aussi pour problématiser. Il y a une méthode aussi qui est plutôt liée à du développement personnel. Je la décris juste, s'il n'y a pas de questions, j'en profite pour en parler, qui s'appelle ISMA Talent. Et en fait, c'est la méthode ISMA 360, mais pas appliquée. Enfin, ça considère que l'être humain est une invention et que la société est un peu son marché. Et donc, par l'intermédiaire de lettres, vous allez demander des lettres à des personnes qui vous connaissent, qui décrivent vos qualités, vos centres d'intérêt. De ces lettres, on va extraire les qualités. On va faire l'arborescence des effets, on va dire. Être curieux, ça permet ça. On va relier les effets entre eux pour faire émerger 5 à 6 super talents. Donc pareil que ce que vous avez vu là. Et ces super talents, on va aller regarder ce qu'ils permettent de faire. Et ça va définir votre surcapacité. La mienne, par exemple, c'est comprendre ce qui se passe autour de moi pour changer les façons de voir habituelles et détecter des opportunités de projet. C'est ma surcapacité, basée sur les lettres qui m'ont décrit, etc. Donc ça, c'est la méthode ISMA Talent. Il y a la même méthode qui est appliquée à faire émerger du sens dans des données, qui s'appelle ISMA Concept. Là, ça s'applique à n'importe quelle source de données. Si vous voulez faire émerger, dans la façon dont on l'a vu, des choses dans une masse de données qui n'ont pas forcément de sens. Et il y a la méthode Effectual Goals, alors qui permet justement de faire le pont entre les désirs et les objectifs. C'est-à-dire que là, on va aller lister dans un groupe de personnes les objectifs de chacun. On va les relier au sein d'une arborescence effectuale. Donc on va faire émerger un objectif commun au groupe. Et ensuite, on va appliquer les moyens de tout le monde et faire émerger les projets qui peuvent faire avancer vers cet objectif commun. En résumé, je crois que j'ai rien oublié, je crois. Merci, Quentin. Mais je veux bien des questions encore. Ah. Est-ce qu'il y avait une question? Est-ce que c'est parce que vous avez rien compris ou c'est parce que c'était trop hyper limpide? Donc, Quentin a ramené un certain nombre de ses livres et il est disponible pour faire la dédicace. Il y a une question de Sylvie. Il y a une question qui m'est venue. Par exemple, quand on pivote, oui.
Là, c'est peut-être là où ça peut être utilisé le plus possible, hein, Alors, il y a en idées, général au voilà. début des projets, Oui. dans toutes les phases d'idéation, c'est intéressant quand on a quelque chose qu'on ne sait pas. Les phases effectivement aussi de pivot, oui. Savoir effectivement quand utiliser ça, quand c'est le plus pertinent. Ouais, Ouais. bah, la phase de pivot, alors Mhm. idéalement c'est plutôt avant, mais ça permet de se dire tiens, je fais un peu un stop et je regarde les ressources dont je dispose et je regarde effectivement qu'est-ce que ça peut me permettre, qu'est-ce que ça peut me permettre de faire et donc vers quelle direction je peux m'engager dans ce pivot.